Bonjour, Hortense Ladurieux, je vous présente aujourd'hui un article qui est tiré du JVS du début de l'année 2025 concernant le traitement ouvert et endovasculaire de l'artère fémorale commune dans un centre de soins tertiaire aux États-Unis. Alors, pour rappel, la prévalence de l'artériopathie des membres inférieurs est actuellement estimée aux alentours de 5,6% chez les plus de 25 ans. Et sur le plan anatomique, l'artère fémorale commune est une zone de turbulence de flux, ce qui entraîne des lésions pariétales à l'origine de bourgeons calcifiés. Et sa bonne perméabilité est nécessaire à une bonne vascularisation d'aval et ainsi d'éviter les amputations majeures. Actuellement, le traitement gold standard de l'artère fémorale commune est l'endartérectomie fémorale, avec une perméabilité primaire selon les études estimée à plus de 95% à 3-5 ans, et voire selon certaines études à plus de 80% à plus de 8 ans. À l'inverse du traitement endovasculaire qui reste un challenge de par sa localisation anatomique et de sa zone de flexion de la hanche, avec une complexité technique et des complications post-opératoires telles que la fracture de stent, la perte de l'artère fémorale profonde, ses collatérales et une perte de l'accès fémoral. Cependant, actuellement, il y a un changement de paradigme et des études qui ont été faites comparant le traitement endovasculaire et ouvert, avec des résultats qui tendent pour l'endovasculaire à se rapprocher de ceux de la chirurgie ouverte. Cependant, les études qui ont été faites euh, confondent les indications et notamment comparent des patients avec différentes indications telles que la claudication ou l'ischémie critique des membres inférieurs chez des patients qui ne présentent pas du tout les mêmes comorbidités, ce qui influence les résultats post-opératoires. L'objectif de cette étude, c'est donc de comparer les résultats périopératoires et à long terme de la revascularisation ouverte versus endovasculaire des membres inférieurs impliquant l'artère fémorale commune, et notamment le taux de réintervention et de survie sans événement indésirable majeur au niveau des membres inférieurs. Cette étude, c'est une étude monocentrique rétrospective dont le recueil de données a été fait à partir de dossiers médicaux électroniques des patients entre 2013 et 2020 au Yale New Haven Hospital dans le Connecticut aux États-Unis. Et les différents intervenants venaient de différentes spécialités, à la fois des chirurgiens vasculaires, des radiologues interventionnels et des cardiologues interventionnels. Donc, ils ont inclus dans leurs études des patients qui avaient bénéficié d'une revascularisation des membres inférieurs, incluant l'artère fémorale commune. Ils ont exclu donc toutes les pathologies anévrismales, traumatiques et les procédures qui nécessitaient juste un accès fémoral. Enfin, qui traitaient autre chose, mais qui nécessitaient un accès fémoral. Ils ont pris en compte les données démographiques, les comorbidités cardiovasculaires et notamment les traitements préopératoires, à savoir les anticoagulants, les antiagrégants plaquettaires et notamment les statines. Ils ont stratifié ensuite les patients en fonction de leur indication, à savoir claudication ou ischémie critique des membres inférieurs. Dans chaque strate, ils ont divisé les patients en deux groupes, les patients traités par endartérectomie chirurgicale ouverte ou les patients traités par voie endovasculaire. Ils ont gardé dans leurs analyses seulement le premier geste de revascularisation. Et pour ceux qui avaient été traités de manière bilatérale, ils ont gardé la jambe avec le plus mauvais résultat clinique. Pour les patients traités en endovasculaire, ils ont bénéficié soit d'une angioplastie au ballon à la simple ou actif, ou d'un stenting ou d'une atérectomie. Et pour le traitement ouvert, les patients ont bénéficié d'une endartérectomie, plus ou moins associée à une fermeture sur patch, plus ou moins associée à un pontage concomitant, ainsi que des procédures hybrides, c'est-à-dire des endartérectomies associées à des gestes de revascularisation endovasculaire sur des artères d'aval ou d'amont. Pour les résultats, donc, ils ont analysé les résultats périopératoires, c'est-à-dire les complications dans les 30 jours suivant l'opération, telles que les hématomes, les pseudo-anévrismes, les hémorragies périopératoires qui nécessitaient une transfusion ou un geste de réintervention, et ensuite le côté infectieux, avec les infections du site opératoire, les pneumonies ou les infections du tractus urinaire et les résultats à long terme, tels que la mortalité, l'amputation majeure ou le taux de réintervention. Donc, dans leur base de données, ils ont récupéré 1954
patients atteints d'artériopathie des membres inférieurs. Ils en ont exclu à peu près 75% chez lesquels l'artère fémorale commune n'avait pas été traitée. Et donc, ils se sont retrouvés avec 447 patients, avec environ 250, 50-50, donc 234 patients dans le groupe claudication et 213 dans le groupe ischémie critique. Et ce qui est à noter dans ce premier diagramme, c'est que de manière significative, il y avait quand même la majorité euh, des patients dans le groupe claudication qui avaient été traités par voie endovasculaire, à l'inverse des patients dans le groupe ischémie critique qui avaient été traités initialement par chirurgie ouverte. À baseline, on n'avait pas tellement de différence, sauf 3 points. Donc, une majorité d'hommes qui avaient été traités en endovasculaire dans le groupe ischémie critique, et ensuite plus de coronaropathes et de diabétiques qui avaient été traités dans le groupe en endovasculaire, pardon, dans le groupe claudication, donc peut-être des patients plus comorbides traités en endovasculaire. Ensuite, concernant les caractéristiques de la procédure, donc sans détailler peut-être tout le tableau, on va parler directement des points un peu significatifs, à savoir est-ce que les patients avaient bénéficié d'une revascularisation isolée de l'artère fémorale commune ou d'un traitement concomitant. Donc ceux qui ont bénéficié d'une revascularisation isolée de l'artère fémorale commune, c'était plus fréquent chez les patients claudicants, donc 47% contre 26,3% chez les patients atteints d'ischémie critique, ce qui ressort significatif. Et en revanche, on ne retrouvait pas de différence entre les procédures ouvertes ou endovasculaires. Et ensuite, concernant les traitements concomitants, on retrouvait 34,1% de patients traités en ouvert qui avaient bénéficié d'un pontage concomitant et environ 50% des patients traités en endovasculaire qui avaient bénéficié d'une revascularisation du segment fémoro-poplité distal homolatéral de façon concomitante. Plus spécifiquement concernant la procédure endovasculaire, on voit bien que la grande majorité des patients, environ 65-70% des patients, ont été traités par angioplastie seule, avec ici le pourcentage de patients traités par angioplastie simple ou au ballon actif dans chaque strate. Voilà. Ensuite, ils ont été traités par atérectomie, donc environ 30% des claudicants et 15% des ischémies critiques. Et ce qu'il faut noter, c'est que seulement moins de 10% des patients ont été traités par stenting, donc de l'artère fémorale commune, à savoir 6% des claudicants et 9,5% des patients atteints d'ischémie critique. Concernant les résultats périopératoires, donc là c'est tout le tableau en détaillant plus précisément ce qui ressort de significatif. Donc, dans les résultats périopératoires, on retrouve des taux d'hémorragie qui sont plus importants chez les patients qui ont été traités en ouvert. C'est significatif dans le groupe claudicant, mais pas dans le groupe ischémie critique. Et en revanche, pour les infections de plaie, la morbidité et la durée d'hospitalisation, on retrouve à chaque fois que c'est des durées ou des taux qui sont plus importants dans le groupe ouvert par rapport au groupe endovasculaire. Et ça, dans les deux strates, donc dans le groupe claudication et ischémie critique, de manière significative à chaque fois. Concernant les résultats à long terme, donc on ne retrouvait rien de significatif en termes de mortalité ou d'amputation majeure. En revanche, on voit qu'il y avait des taux de réintervention qui étaient significativement plus importants dans le groupe endovasculaire, à la fois chez les claudicants et les ischémiques critiques. Et il parle aussi de subsequent CFA en artérectomie, c'est-à-dire le taux de conversion endovasculaire donc des patients qui avaient été traités initialement en endovasculaire et qui avaient nécessité une conversion en chirurgie ouverte, ou des patients qui avaient été traités en chirurgie ouverte et qui nécessitaient une reprise de la chirurgie ouverte. Et on voit que ça ressort significatif et donc avec des taux plus importants dans le groupe endovasculaire que dans le groupe ouvert, et ça seulement dans le groupe claudicant. Enfin, ça reste significatif uniquement dans le groupe claudicant.
Ensuite, ils ont complété leurs analyses par des analyses de survie. Donc, concernant la survie médiane sans événement indésirable majeur au niveau des membres inférieurs, on ne retrouvait pas de différence significative, non plus en termes d'amputation ou de survie globale entre à la fois les différentes stratégies de revascularisation, donc open versus ouvert, open versus endo, ainsi que dans les deux strates, donc claudication ou ischémie critique. Ensuite, ils ont fait une analyse de régression multivariable pour voir quels étaient les facteurs prédictifs de réintervention au niveau de l'artère fémorale commune. Ce qui ressort dans le groupe claudication et ischémie critique, c'est l'approche endovasculaire donc dans les deux groupes. Et en plus, dans le groupe claudication, il a trouvé les antécédents de tabagisme et le fait d'avoir été déjà opéré d'une artère, déjà opéré en ouvert sur n'importe quelle artère. Ensuite, ils ont retrouvé assez étonnamment euh, des facteurs pas de risque, des facteurs protecteurs, pardon, de taux de réintervention de l'artère fémorale commune, à savoir l'hyperlipidémie dans le groupe claudication et l'insuffisance rénale chronique dans le groupe ischémie critique. Qu'est-ce qu'on en conclut les auteurs? Tout d'abord, qu'on retrouvait en effet des complications post-opératoires plus importantes dans le groupe de traitement ouvert, ce qui est enfin, ce qui est retrouvé dans la littérature avec notamment des taux de complications périopératoires qui sont liés à la plaie à plus de 8% suite à un traitement ouvert dans certaines études. Et à l'inverse, dans le groupe endovasculaire, un taux de réintervention à long terme qui est plus fréquent dans le groupe endovasculaire. Qu'est-ce qu'ils en déduisent de ça? C'est que le traitement ouvert reste la modalité de traitement de choix, donc avec des résultats qui sont plus probants. Euh, mais chez les patients qui présentent un risque chirurgical qu'ils jugent acceptable, et auquel cas il faudrait faire une analyse plus approfondie pour optimiser les résultats des patients en fonction de leurs caractéristiques cliniques. Donc, dans cette étude, on retrouvait bien des taux d'intervention plus importants chez les patients traités en endovasculaire, avec par rapport aux études précédentes des taux de réintervention qui étaient quand même plus importants, à savoir 35% de taux de réintervention pour les patients traités en endovasculaire et 21% chez les patients traités en open. Et ça, ce qui s'explique par des patients qui ont été traités majoritairement, donc on disait tout à l'heure, aux alentours de 65-70% par angioplastie simple et très peu de patients qui avaient été stentés. Et c'est pour ça qu'ils proposent de faire une analyse plus poussée des sous-groupes pour savoir quel est le taux de réintervention chez les patients traités par angioplastie simple, atherectomie et stenting. euh, et stenting. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il y a une amélioration de la sécurité périopératoire avec les approches endovasculaires, donc un traitement qui est mini-invasif, qui permet un rétablissement plus rapide et une diminution de la durée de séjour. Et on a bien vu dans les résultats qu'il n'y avait pas de différence significative en termes d'événements majeurs, d'événements indésirables majeurs au niveau des membres inférieurs à long terme, et ce qui fait que ça permet de conclure à des résultats qui sont acceptables à court terme de la thérapie endovasculaire chez des patients qui seraient inaptes à la chirurgie. Enfin, concernant les procédures isolées, il faudrait, bien évidemment, ce serait intéressant de faire des analyses en sous-groupe pour déterminer l'influence des revascularisations et savoir quels sont les résultats pour les patients qui ont été traités uniquement par procédure isolée et ceux qui ont bénéficié de revascularisation concomitante. Il remarque aussi qu'il n'y a pas du tout de données qui ont été faites à propos de l'étendue des lésions, de la localisation anatomique précise, et ça va pu influencer forcément les résultats et la durabilité à long terme. Et enfin, il note que les taux élevés de conversion en ouvert chez les claudicants traités par chirurgie endovasculaire initialement sont plus élevés que ceux traités par chirurgie ouverte initialement. Et donc, il se pose la question sur finalement, est-ce qu'il faut
pas directement traiter ces patients par chirurgie ouverte au lieu de tenter un traitement endovasculaire en termes d'économie et de durabilité finalement de traitement. Euh, ouais. Et donc, quelles sont les limites de cette étude? Donc, c'est que c'était une étude rétrospective avec des saisies de données à partir de dossiers médicaux de patients, donc qui ne sont parfois pas forcément très exhaustifs. Il y a forcément eu un biais de sélection du traitement initial avec un traitement selon les préférences des patients. On le rappelle, il y a une hétérogénéité des spécialités, donc à la fois de radiologues, de cardiologues et de chirurgiens vasculaires. Donc, est-ce que l'indication posée est la bonne et comment a été vraiment posée l'indication et sur la sélection de ces patients? Et enfin, on ne retrouve aucune donnée quant aux résultats angiographiques, à savoir l'étendue et la gravité de la maladie de l'artère fémorale commune et ce qui a pu fortement influencer les résultats post-opératoires. Donc en conclusion, le traitement endovasculaire est associé à des taux de réintervention plus fréquents. En revanche, en ovaire, on a des taux de complications périopératoires plus importants avec des séjours hospitaliers plus longs. Donc ce à quoi on peut conclure que chez les patients inaptes à la chirurgie ouverte, la thérapie endovasculaire a des résultats acceptables à court terme. Et ce sera intéressant donc d'améliorer la sélection des patients en vue d'une thérapie plus optimale. Voilà, merci.